Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette table ronde qui vous est présentée dans le cadre de ce 23 avril, Journée internationale du livre et du droit d'auteur. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel et le sujet de notre table ronde, c'est un sujet qui est bien sûr sur toutes les lèvres dans bon nombre de domaines, c'est l'intelligence artificielle. Plus précisément, le thème aujourd'hui, les droits d'auteur à l'épreuve de l'intelligence artificielle. C'est moi donc qui aurai le plaisir d'animer cette table ronde qui vous est présentée par l'AAOF, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Et avant d'aller plus loin, avant de vous présenter nos panélistes, je cède la parole à la directrice générale de l'AAOF, Madame Yasmina Boubezari. Bonjour Yasmina. Bonjour, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Avant toute chose, j'aimerais prendre un petit moment pour reconnaître que nous nous réunissons aujourd'hui sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, pardon. Nous reconnaissons leur présence depuis des temps immémoriaux et nous exprimons notre respect envers les peuples autochtones, leur culture et leur savoir. L'AOF en est convaincu. Merci Hugues pour pour l'introduction. L'AOF, comme deux petits mots sur l'AOF, l'AOF a pour mission de soutenir et de promouvoir les voies littéraires francophones de l'Ontario. La tenue de cette table ronde s'inscrit donc pleinement dans ce mandat. La journée du livre et du droit d'auteur, comme vous le savez, est l'occasion pour nous de rendre hommage aux livres et de reconnaître aussi la contribution des auteurs et autrices à la vitalité culturelle et au progrès social. En contexte linguistique minoritaire, comme c'est le cas du français en Ontario, cette thématique prend encore plus de sens. Merci à nos panélistes pour les réflexions qu'elles vont partager avec nous aujourd'hui. Et finalement, j'aimerais aussi remercier nos bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds de l'AOM, de l'AOF, excusez-moi, et sans lesquels peut-être cette activité n'aurait pas pu avoir lieu. Je cite Patrimoine canadien, le gouvernement de l'Ontario, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario et la ville d'Ottawa. Sans plus tarder, je cède la parole à notre animateur, Hugues. Merci beaucoup, Yasmina. Je vous présente nos panélistes pour cette table ronde. La première panéliste est romancière, traductrice, réviseur et chroniqueuse. Son plus récent roman s'intitule Ventré. Il s'agit du deuxième tome de sa trilogie Après Masala, une série qu'on classe dans les rayons de science-fiction, mais qui véhicule aussi un message féministe tout en remettant en question certains de nos automatismes langagiers. Marie-Josée Martin, bonjour. Bonjour Hugues. Merci beaucoup d'être avec nous, Marie-Josée. On reçoit aussi un véritable touche-à-tout, comme en témoigne le fait qu'il est à la fois ingénieur de formation, romancier, poète et diacre. Je pense que je puis dire sans me tromper que c'est un des rares membres de l'AAOF à être diacre. Parmi ses écrits, mentionnons Le manuscrit de mon père, qui est publié aux éditions de la Francophonie. Bonjour Gaston Mabaya. Bonjour Hugues. Merci d'être avec nous. Enfin, notre dernière panéliste est écrivaine, chroniqueuse et journaliste. Elle écrit dans les deux langues. D'ailleurs, on peut la lire à l'occasion dans le Citizen, le quotidien d'Ottawa. Parmi ses écrits, on cite souvent le livre Hubert, récit dans lequel elle raconte l'époque pas si lointaine où elle conduisait pour la société Hubert. Brigitte Pellerin, bonjour. Bonjour. Alors, merci à vous trois d'être des nôtres. Évidemment, je vous rappelle, le thème de cette table ronde, les droits d'auteur à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Et justement, on a réuni trois auteurs, trois personnes qui sont vraiment touchées inévitablement par cette question. Mais j'aimerais qu'on commence par dresser le portrait. Je vous pose une question aux trois et je ne sais pas qui voudra sauter sur cette grenade en premier, mais je voudrais savoir quel usage vous faites de l'IA, autant dans votre vie quotidienne que peut-être même dans votre vie professionnelle. Tiens, Brigitte, je vais Moi, je peux commencer y avec aller. vous puisque je vous Oui, vois je peux plier y du aller. bonnet. Moi, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise. En fait, j'ai plusieurs outils que j'utilise qui sont de l'intelligence artificielle, à commencer par Claude de Anthropic, qui est probablement le meilleur pour moi quand vient le temps de m'aider dans la révision quand je commence à écrire des chroniques, par exemple, j'ai envoyé le texte, puis je lui dis suggère-moi des façons de mettre ce texte, de rendre ce texte plus intéressant, plus court, plus drôle, plus mordant, des choses comme ça. Et Claude peut le réécrire, mais Claude va surtout me dire
Bon, moi, par exemple, ce paragraphe-là, je le trouve trop long. Là, tu as une bonne joke, mais tu la gâches en ayant quelque chose après qui la rend plus faible. Claude est un vrai bon, comme un editor qu'on dit en anglais. On n'a pas le terme exact en français. C'est plus qu'un réviseur correcteur. C'est vraiment quelqu'un qui t'aide à peaufiner, à raffiner et à rendre ton écriture, pour moi en tout cas, pour rendre mon écriture plus exacte, plus mordante, ce que j'aime beaucoup. Et qui aussi va, parce qu'il se souvient, là, il apprend mon style aussi. Hein. L'outil apprend vraiment mon style d'écriture, ma voix, et va me dire, mais ça, c'est. Puis des fois, il va me suggérer une joke ou une ligne finale d'une chronique. Il dit, ça, c'est vraiment, c'était pas dans ton ébauche, mais c'est vraiment, c'est dans ta voix. Puis je trouve que ça va bien. Donc souvent, je vais adopter quelques-unes de ces suggestions comme ça. Euh, c'est la même façon qu'on utilisait à l'époque les editors en anglais, qu'on avait déjà, on envoyait nos brouillons à quelques personnes en qui on avait confiance, qui nous retournaient ça avec des commentaires. C'est un peu Mhm. la même chose, sauf que j'ai pas besoin de le payer, je le paye là, une fois par mois, mais c'est tout. Tu sais, on n'a pas on n'a pas à avoir quelqu'un toujours qui soit disponible. Et en même temps, c'est aussi un excellent outil pour faire du fact-checking, comme on dit. Oui. Donc, trouve-moi des erreurs dans ce document-là. Et il y a quelques fois où, oui, ça m'a sauvé quelques petits embarras. C'était pas des grosses erreurs que j'avais, mais souvent, l'outil va me dire, ah, tu aurais dû checker ça, là, il y avait une petite erreur ici, voici la source où je prends ça. Et moi, je trouve que c'est un outil qui est extraordinaire. Il peut remplacer presque une équipe au complet, ce qui est un peu bête pour l'emploi dans le domaine, mais en même temps, il faut savoir s'adapter parce que ces outils-là, Mhm. là, je suis consciente que ma réponse est longue, là, mais ces outils-là sont ici pour rester. Oui. Alors, Ils sont moi, je ici suis pour d'avis rester. qu'il faut, moi, je suis d'avis qu'il faut s'y habituer et qu'il faut les maîtriser. Hmm. Gaston Mabaya, vous, l'usage de l'IA dans votre vie quotidienne, dans votre vie artistique? Eh bien, Hugues, je crois que je me trouve à la croisée des chemins. Parce que je suis à la fois ingénieur et de ce côté-là, je fais la programmation, créer des logiciels qui sont utilisés par l'intelligence artificielle. Donc, c'est de votre faute, Et, tout ça. pardon? C'est de votre faute, tout ça. Oui. Mais de l'autre côté, comme utilisateur, je l'utilise essentiellement pour ce que Brigitte a dit, hein, pour l'édition, c'est-à-dire comme correcteur et pour la vérification des orthographes, par exemple, la conjugaison et ainsi de suite. Mais il faut dire tout de suite, et je crois que Brigitte a touché au point. À l'époque, quand on voulait éditer son texte, éditer en anglais, hein, en fait, on Mhm. voulait corriger le texte, on l'envoyait à quelqu'un. Mais Mhm. c'est ça, en fait, l'origine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire transférer les fonctions humaines à une machine. C'est un peu ça. Donc, pour faciliter la tâche. C'est alors qu'on fait des algorithmes. Mais le point difficile pour la génération de texte, le point difficile et crucial est celui-ci. C'est que ce qu'il fait, cet outil-là, que nous appelons intelligence artificielle, c'est qu'il va consulter tout un tas de documents, hein, parce qu'il y a des statistiques. Avec la requête formulée par l'auteur, eh bien, le logiciel va vite chercher des textes qui y ressemblent, qui sont proches, et vous ramène à un texte qui est à peu près équivalent à ce que vous recherchez. Mhm. Et puis, j'ai si bien dit, et j'ai beaucoup aimé. Alors, il faut avoir le discernement pour voir le contenu. Pour voir Mhm. le contenu, qu'est-ce qu'il représente? Et je vais terminer par ceci, c'est que, bon, j'enseigne aussi, hein. Et on a pratiquement une bataille avec les travaux des étudiants. Ah oui, sans doute. Et on vous envoie, je dirige par exemple des mémoires ou des thèses de doctorat, on vous envoie un texte, mais il faut toujours utiliser le chatbot, par exemple, du côté de détection des, Mhm. des, des textes tirés, générés par l'intelligence artificielle. Et parfois, vous avez, parce que ça vous rend, ça vous donne une espèce de diagnostic en disant que autant de pourcentages avaient été générés, autant de pourcentages, c'est la contribution humaine. Et là, vous voyez par exemple Mhm. 90% de l'intelligence artificielle. Mais là, ça ne va pas là. Mais il y a une tolérance dans le domaine académique, c'est de 1 à 9%. Si, ça passe encore. Et encore là, il faut vérifier le contenu.
Hmm. Et Et on le sait que contrôle, l'intelligence artificielle, des fois, fait des hallucinations de faits, de dates. Il peut aussi, des fois, halluciner oui, lui-même de l'intelligence artificielle qu'il aurait détectée à tort, Oui. finalement. J'imagine qu'il y a oui, ça aussi. absolument. Mais il y a aussi un logiciel qui essaie de, disons, outrepasser le contrôle. Hmm. C'est-à-dire, le même texte est soumis à un logiciel qui, lui, efface toutes les traces de l'intelligence artificielle. Alors, quand vous mettez votre détecteur comme le chatbot, vous voyez que 100%, ça vient de l'humain, et ce qui n'est pas vrai. Non, parce que l'intelligence artificielle a repassé sur l'intelligence Voilà, artificielle. voilà. Voilà un Marie-Josée peu. Martin, vous repassez ça dans l'intelligence artificielle combien de fois quand vous écrivez? Je sais par exemple que vous décidez, une des choses que vous faites, c'est beaucoup l'écriture épicène. Ça peut être quelque chose Ouais. que l'intelligence artificielle vous aide à faire. En tout cas, moi, ça m'aiderait. J'ai pas la même habitude que vous. Si j'avais à écrire un texte épicène, peut-être que je demanderais à ChatGPT ou à Claude ou à Oui. d'autres amis Mais artificiels de vérifiez m'aider. toujours. Et vérifiez toujours le contenu, parce que ça peut vous ramener des choses qui ne sont pas correctes et cohérentes. Oui, vous avez Et raison. voilà un peu. Mais personnellement, ça me sert comme auteur à, à corriger, à faire la vérification, par exemple, tu mets édition, éditeur. Ça Mhm. vous montre là où il y a des fautes d'orthographe, ainsi de suite. Ouais. Et puis, Ah, il y a d'autres fonctions, il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on peut utiliser, hein. On peut et c'est utiliser là ça. pour rester, comme disait Oh, Brigitte. Alors, Marie-Josée, Mhm. vous, puisque c'est là pour rester, est-ce que vous luttez contre l'IA, vous l'acceptez, vous l'accueillez? J'ai une relation amour-haine avec l'IA. Je me suis dit que je pouvais pas en faire abstraction parce qu'effectivement, l'IA est là. Dans mon métier alimentaire, la traduction, l'IA, en fait, est vraiment omniprésente. Alors, Mhm, je me suis éduquée malgré que je la trouvais rébarbative. Je l'utilise de façon très, très modérée. En écriture, vraiment pas beaucoup. Là où je trouve qu'elle est utile, l'IA en écriture, c'est souvent quand je cherche le mot juste. Je vais dire, je cherche un mot qui veut dire telle, telle, telle chose. Et là, l'IA m'amène le bon terme. Ce qui m'aurait pris autrement probablement beaucoup de temps pour mhm, arriver vraiment là, au mot point très, très, très juste. Par contre, en écriture épicène, je trouve que là, c'est un endroit où l'humain peut montrer sa supériorité parce que l'intelligence artificielle euh, n'y est pas. Non, ah vraiment oui. pas. Il n'y a pas la sensibilité aux questions de genre. Et il y a même une inconsistance dans l'utilisation des pronoms souvent là, quand on demande à l'intelligence artificielle de produire un texte. Ça, c'est intéressant quand Alors, même parce que ça veut dire que peut-être les corpus qui nourrissent l'intelligence artificielle sont issus on va dire, de courants littéraires dominants où l'écriture épicène n'était peut-être pas à la mode, surtout quand on parle d'écrits historiques. Vous avez dit sur votre site web, Marie-Josée, la langue porte et structure la pensée. Quels sont les risques que pose l'IA à la structure de la pensée, selon vous, vous qui justement ne l'utilisez pas trop pour l'écriture? on sait que les modèles ont été programmés principalement par des hommes blancs. Alors, sur des textes comme un corpus, comme vous le dites, qui est principalement aussi a été écrit par des hommes. Donc, forcément, il y a des schémas de pensée qui sont propres à ces groupes-là. Et les minorités de genre, les minorités comme moi, comme qui sont les personnes handicapées, sont sous-représentées. Les femmes aussi sont sous-représentés dans les corpus et aussi dans la vision. Et il y a aussi un danger au point de vue idéologique. Les grandes entreprises qui ont programmé les intelligences artificielles qu'on utilise aujourd'hui sont principalement américaines. Elles viennent avec une vision du monde qui est particulière et qui n'est pas nécessairement la nôtre ici. Et il y a des tests, c'est intéressant, ils ont fait des études qui ont été faites récemment qui montrent que même en utilisant quelque chose d'aussi simple que la fonction qui permet de compléter automatiquement le texte, Oui. quand l'intelligence artificielle suggère des options, on peut arriver comme ça à modifier légèrement la pensée des gens juste en suggérant des formulations particulières. On arrive à déplacer leur opinion. Alors, l'intelligence artificielle peut être aussi dans ce sens-là un outil idéologique et je pense qu'on sous-estime cet aspect-là. Hmm.
C'est intéressant ce que vous dites sur quand vous dites que bon, les corpus viennent de certains groupes dominants. Évidemment, je rappelle cette table ronde est sous l'égide de l'AAOF, l'Association des auteurs et auteurs franco-ontariens, en fait de l'Ontario français en l'occurrence. Il y a probablement pas beaucoup de textes franco-ontariens dans ces corpus de chez Claude ou chez ChatGPT, etc. Brigitte Pellerin, pensez-vous que un petit peu comme Marie-Josée, ça peut mettre à mal justement la richesse des écritures, je veux dire minoritaires là, au sens large? Moi, je vous dirais, puis c'est drôle parce que j'écoutais Marie-Josée, puis c'est vrai que l'IA va souvent essayer comme de nous guider un petit peu, mais j'allais simplement riposter un petit peu ou rouspéter un petit peu parce que c'est le fun de rouspéter sur une table ronde. Ben Euh, oui. Est-ce que les groupes humains ne faisaient pas ça déjà? Quand on est dans une clique, quand on est dans un groupe créatif, par exemple, ou quand on fait des débats en personne comme ça, ou sur Zoom, ou peu importe, euh, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir des fois un petit peu, pas pas bullied, là, comme on dit, c'est pas méchant, mais souvent, il y a une opinion qu'on pourrait dire ambiante dans les groupes Mhm. dans lesquels on évolue et ça peut parfois nous influencer. Donc, c'est un peu le même processus qui se passe maintenant avec l'IA. C'est juste qu'il y a des gens qui pensent que si l'IA suggère quelque chose, ça doit être la meilleure solution. Il faut simplement se rappeler, puis ça, c'est un vrai travail d'éducation qu'on a à faire surtout avec les jeunes. Mais les jeunes ne sont pas pires hein, sur l'IA. Ils n'aiment pas ça du tout. Ils ont des beaux réflexes de création humaine, de créativité humaine. Mais il faut simplement se rappeler, surtout pour nous autres, là, les gens de la génération X, puis les boomers avant nous, que c'est pas parce que l'IA le dit que c'est la meilleure solution. Il faut encore utiliser notre jugement humain. Et quand on Mhm. marie les deux, ou puis on peut des fois aller demander à d'autres personnes humaines qui sont spécialistes dans un domaine dans lequel on ne connaît pas grand-chose, puis Claude nous suggère quelque chose, ça a-tu du sens, cette affaire-là? Est-ce que ça, tu sais, de se rappeler que c'est quand même, c'est nous le boss dans cette Mhm. affaire-là. Et d'avoir assez de confiance en nous pour faire ça. Puis là, je ne suis pas sûre que j'ai répondu à votre question, Hugues, mais Non, mais en fait, ça nous amène sur un autre terrain qui est assez intéressant, c'est-à-dire l'adoption des technologies au fil du temps. Ce que vous dites sur l'IA, par exemple, il faut contre-vérifier. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on disait sur Wikipédia il y a une vingtaine d'années. Au début, on disait, faut faire attention, faut vraiment pas faire confiance à ça. Puis plus ça va, plus finalement, voilà. avec le temps, Wikipédia, c'est une source à laquelle, du moins, on peut, à défaut de s'y fier, ça peut être quand même un premier contact avant d'aller faire nos contre-vérifications à nous. Mais Gaston Mabaya, j'aimerais vous entendre sur la question justement d'utiliser l'intelligence artificielle sans y prêter une foi aveugle. Vous qui avez dirigé des thèses, justement, vous dites, bon, faut vérifier, s'assurer que c'est pas fait par l'intelligence artificielle, puis ça va nous amener vers notre autre sujet qui est le droit d'auteur dans quelques instants. Mais est-ce que vous trouvez, Gaston Mabaya, que la jeune génération est assez au fait des dangers, des pièges que tend l'IA? Oui, la jeune génération doit être éduquée parce qu'elle est exposée à tous ces pièges-là. Mais Mhm, je voudrais bondir très rapidement sur ce que mes deux collègues ont dit. En fait, ce qui manque à l'intelligence artificielle, ce sont les émotions, c'est la sensibilité. Et l'exemple le plus simple pour être clair, c'est que vous prenez un thème de dissertation, vous donnez à deux élèves ou à deux étudiants séparés. Et quand vous lirez les deux textes, vous sentirez que chacun vient avec ses sensations, son expérience, et puis chacun apporte quelque chose. Prenez le même texte, donnez aux mêmes étudiants, demandez-leur d'utiliser le même logiciel Mhm. ChatGPT, les deux textes vont se ressembler. mhm. Pourquoi? C'est comme j'ai dit au début, c'est que ce qu'il fait, et c'est pas mauvais, en science, c'est très bien. Il va chercher ce qui existe. Oui. Rassemble, prend un peu ce qui est proche de ce que vous recherchez et vous le rend. Et donc, en ce moment-là, tout devient standard, en fait. Mhm. Et pour la création, on y arrivera, bien sûr, et ça nous prive un peu de cette sensibilité humaine, ces émotions. Et comme disait Marie-Josée à très juste, Mhm. elle a raison, c'est parce que les textes qui existent les textes qui existent auxquels l'IA se réfère sont des textes qui sont disponibles. Mhm. Et donc, les émotions, les sensations, les constatations seront celles-là. Mhm. Mais celles qui ne sont pas disponibles dans la bibliothèque où elle va s'amuser ne seront pas Ouais. transmises. Et donc, pour Mais répondre maintenant à votre question, c'est qu'effectivement, il faut éduquer, nous tous, hein, même notre génération, à éduquer les gens à avoir le discernement quand on cherche à utiliser l'intelligence artificielle. Sinon, on gobe tout.
Et c'est la critique principale de l'IA, d'ailleurs, c'est que ça écrapoutit tout, là. Tu sais, ça rend tout le monde presque sur le même plan. Et c'est là, puis là, sans vouloir trop devancer, puis aller trop en avant de mes skis, comme on dit en anglais, c'est là où la créativité humaine fait toute la différence. On peut prendre le matériel que l'IA nous propose et en faire ce qu'on veut. On peut le traiter comme de la pâte à modeler, si vous voulez. Là, je mélange mes métaphores, mais c'est pas grave. Et puis, d'utiliser notre créativité, notre intelligence naturelle avec ce que l'intelligence artificielle nous propose et nos émotions. On fait une autre patente avec ça. Et puis voilà, ça peut devenir un produit unique à la fin. Mhm. Parce qu'on revient à ce que disait Marie-Josée, c'est que si la langue porte et structure la pensée, ben si la langue est à peu près pareille tout le temps, et puis on commence là maintenant à avoir justement des indices, hein, quand un texte est fait avec l'intelligence artificielle, est-ce que ça va justement ultimement façonner d'une façon différente notre pensée? Ben évidemment, on va le savoir, mais peut-être il va être trop tard pour réagir. On a parlé, bon, évidemment, de toute la question du corpus. Et comme Gaston nous l'expliquait à juste titre, ces textes-là, desquels s'inspirent là, les Claude et ChatGPT et autres, sont des textes qui existent. Et qui, dans certains cas, peut-être pas tous maintenant, mais qui, dans certains cas, sont protégés par le droit d'auteur. Je pose la question à vous, Brigitte. Je sais que vous avez un diplôme en droit, puis je ne m'attends pas à ce que Oui, vous nous fassiez une dissertation complète ou un avis non, juridique sur la good. question, mais Mhm. le cadre juridique actuel, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on lui ajoute pour bien englober ou bien encadrer l'IA? C'est vraiment une grosse question parce que le problème qu'on a, c'est un problème de compétences de juridiction parce que souvent, ces outils-là ne sont pas basés au Canada. Donc, au Hmm, Canada, on peut avoir les meilleures lois qui protègent le droit d'auteur, mais Anthropic est basé aux États-Unis et c'est très difficile de faire appliquer nos lois à des entités internationales, surtout quand vient le temps, là, puis là, je pourrais me lancer dans un truc là-dessus sur l'article 230 de la loi sur les communications, les télécommunications américaines qui protège justement les compagnies comme Meta et ChatGPT et tout ça, qui les protègent justement de poursuites mhm, pour leur contenu et l'utilisation qu'ils en font. Donc, c'est vraiment épineux comme problème. Ce qui nous sauve un petit peu au Canada, c'est que notre régime juridique à nous fait en sorte qu'il y a seulement les humains qui puissent avoir des droits d'auteur. Un hmm, texte qui est généré par l'IA, par exemple, même avec les droits d'auteur d'autres, il n'y a pas de droit d'auteur qui va leur appartenir. C'est seulement aux humains que ça appartient. Donc ça, c'est déjà, on a un cadre juridique hmm, ici qui est sur le sens du monde, pour le dire de hmm. façon très technique. Ouais, ouais. Mais il faudrait faire un peu en sorte que, puis ça prend de la presse, des moyens de pression, puis il faut s'organiser. Puis c'est pour ça que des organisations comme l'AOF, vraiment, leur place. C'est de faire en sorte que les compagnies elles-mêmes surveillent ces choses-là. Quand, par exemple, je vais vous donner un exemple, ça se fait maintenant, si vous créez une vidéo, par exemple, Oui. chez vous à la maison, et puis vous mettez une toune de Beyoncé sur votre vidéo, puis vous le mettez ça sur YouTube, ça va vous prendre combien de temps avant que YouTube décroche votre chanson, votre vidéo? Ça va leur prendre, je ne sais pas, 1 heure ou 2 au Oui, maximum, oui. parce que c'est une violation des droits d'auteur de la musique. Donc, ils ont déjà les outils pour le faire. Mhm, Et ils le font parce que l'industrie de la musique aux États-Unis a exercé des moyens de pression assez efficaces, mettons-le comme ça, et que YouTube maintenant met ça en place et vraiment police tout le monde pour s'assurer que les droits d'auteur soient respectés. Il faudrait faire ça pour les livres aussi. hmm. Mais vaste programme. Marie-Josée Martin, Oui. si jamais vous voyez, par exemple, que Claude avait utilisé, après Massala, votre trilogie en cours d'écriture, pour augmenter son corpus, on va dire, d'écriture, disons, plus féminine et féministe, comment vous réagiriez? Est-ce que vous les traîneriez en cours? Ça serait quoi votre programme rendu là? Bonne chance. Je crois pas que, ouais, c'est ça exactement. Je crois pas que j'ai les reins assez solides pour traîner une de ces entreprises-là en cours et c'est là tout le problème. Oui. Il y a eu des regroupements d'auteurs. Il y a quelques causes qui sont rendues jusqu'à assez haut dans le système juridique aux États-Unis. Et il y a des premières décisions qui ont été rendues par les tribunaux qui sont intéressantes, qui commencent à aider à baliser ces choses-là. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour clarifier toute la notion d'utilisation raisonnable. Hmm. Le Mhm. fair use, comme Mhm. on dit souvent en anglais, là, Oui, une oui, oui, C'est c'est ça. disposition qui ça. est assez... Ouais, parce que les cadres Exactement. juridiques, évidemment, s'élaborent à la lumière de la jurisprudence, puis ça peut prendre du temps à ce que justice soit rendue, des Ouais. fois. Est-ce que l'intelligence artificielle se développe trop rapidement, finalement, Gaston? Et oui, oui, très rapidement. Mais en fait, on en parle abondamment maintenant, mais elle existe depuis longtemps.
Hmm. Depuis Mhm. les années 1950 que Alan, Alan Turing. Alan Turing a essayé d'en parler parce que lui, il avait une intelligence extraordinaire. Il est arrivé à décoder le message de l'armée allemande Mhm. pour informer les Alliés, euh, évidemment. Et il pensait, il était le premier à penser qu'on pouvait rendre la machine intelligente en créant le binaire, hein, le terme binaire un et 0. Alors, développement rapide maintenant, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres outils qui se sont ajoutés. Non seulement outils, mais intérêts. Il y a eu d'abord la tendance industrielle qui disait il faut réduire la main-d'œuvre, il faut utiliser de plus en plus la machine pour remplacer l'homme. Et il y a donc plusieurs intérêts croisés qui font que l'intelligence artificielle s'accélère, mais il y a aussi la programmation elle-même, disons le développement de l'outil informatique. Ça a beaucoup accéléré les, euh, le développement de l'intelligence artificielle, qui est maintenant connue comme intelligence artificielle, alors que ça a toujours existé. Hein, juste une blague là. Bon, Mhm. formé comme ingénieur à l'époque, je crois que nous tous, peut-être pas votre génération, quand on était à l'école élémentaire, on apprenait la table de multiplication. Quelqu'un se rappelle de ça? Ben Oui, oui. Table de oui. multiplication. On est Mais vieux, nous maintenant, autres aussi. mais maintenant, ça n'existe plus, hein? Vous voyez? Et nous, Mm. les premières années d'ingénieur, on avait ce qu'on appelait la règle à calcul. C'était une règle avec un curseur. Et puis est arrivée la calculatrice, qui n'était pas encore intelligente. Et puis est Mhm. arrivée la calculatrice scientifique. Et puis la calculatrice programmable. Vous voyez, très rapidement. Et maintenant, les enfants, ce qu'on appelait, nous, à l'époque, le calcul mental, il ne faut pas leur demander. Ça n'existait pas. Si je demande à Brigitte 4 fois 4 égale combien, Brigitte me dira c'est 16 Ça, c'est tout de facilement. suite. Ouais. Mais mes enfants aussi, par contre, parce que moi, je leur ai enseigné la table de Voilà. multiplication, parce que je Autrement, c'est trouvais que c'était difficile. important d'avoir. Oui. Oui, Ouais, alors, et ouais, pour répondre à votre question, donc le développement est rapide dû aux besoins du moment, dû à l'intérêt, et puis il y a aussi l'aspect économique. Mais Oui. je voudrais dire juste un petit mot pour la question précédente en ce qui concerne la législation. Oui. Moi, je crois que ça doit être réfléchi en amont. En amont, quand on regarde les ouvrages publiés, il y a une protection, il y a le copyright, n'est-ce pas? Oui. La Mhm. page de copyright. Et moi, à mon sens, je compare cela à ce que nous appelons les brevets. Hein, comme Mhm. Mhm. ingénieur, les brevets. Euh, un travail est breveté quand il est original. Je crois que Brigitte, comme juriste, le sait. Il est breveté quand il est original. Et quand il est original, ça signifie qu'il y a eu la créativité. Mhm. Et pour protéger cette créativité qui conduit à la propriété intellectuelle, on met des garde-fous. C'est ça le brevet. C'est-à-dire, ce travail-là a été imaginé, innové par tel, il est protégé. Pour l'utiliser, il faut payer les droits d'auteur ou bien il faut acheter la licence, et ainsi de suite, comme le logiciel. Et Oui. nous, en matière, pour revenir à notre sujet, nous devrions aussi en arriver là, mais ça doit se faire en amont. Et c'est très, on peut suggérer. Moi, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est que d'abord, qui va chercher les contenus? C'est l'auteur. L'auteur doit être content, il doit être conscient que en prenant le contenu généré par l'IA, il y a de risques d'amputer sur les droits d'auteur d'un livre de quelqu'un, comme le livre de Mhm. Marie-Josée, comme on a vu tout à l'heure. Donc l'auteur doit être conscient de ça. Voilà les Mhm. premières personnes à éduquer. Hein. Donc il faut faire des ateliers pour dire aux gens de ne pas recourir à la régénération de textes par l'IA. Premièrement. Puis deuxièmement, on peut trouver au niveau des éditeurs et même les associations comme AOF, on peut trouver des logiciels qui vérifient et puis certifier chaque ouvrage, mettre la certification. Autrement dit, à la même page de copyright, on mettrait livre certifié, donc exempt de IA, par exemple. Mhm. Et ça, Mhm. on peut voir au niveau du Conseil des arts, on peut voir au niveau des éditeurs, donc on peut mettre cela aussi à la disposition des auteurs, hein, Oui. que l'auteur vérifie. Ça serait autant pour les maisons traditionnelles que pour les auto-éditions.
Donc, vous parlez d'une espèce d'accréditation, peut-être par l'éditeur ou peut-être par un tiers. Là. C'est comme le café ou le chocolat équitable. Dans ce cas-ci, ça serait un livre exempt d'IA. Voilà. Est-ce que, Brigitte, aussi, il faudrait avoir, par exemple, et je ne sais pas si ça aurait force de loi ou force juridique, mettre quelque chose que, en plus du droit d'auteur, par exemple, et je pense avoir déjà vu dans quelques écrits récents, ce livre ne peut pas être utilisé à des fins de formation de l'IA. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est suffisant selon vous, Brigitte? Non, ça fonctionne pas du tout. Ils Ah, s'en fichent comme de l'an 40. Ils de vont toute façon, difficile l'utiliser à pour prouver leur par après, hein? les LLM Mais qu'on dit en anglais. Là. ils ont volé Oui, la oui, ils majorité volent. du contenu qu'ils utilisent. Oui, Ils volent. déjà. Voilà. Ah oui. Donc, ce serait bien oui, qu'ils respectent ça. Mais moi, je trouve aussi, c'est très bien ce que disait Gaston, mais il y a un autre outil je trouve rigolo, puis je veux juste le lancer comme ça, c'est semi-sérieux, mon affaire. Mais dans l'ancien temps où les gens faisaient des cartes, des atlas, ils Mhm. mettaient des erreurs par exprès Ah. dans leur carte. Comme ça, quand ils voyaient quelqu'un d'autre publier un autre atlas, ils allaient voir est-ce qu'il y avait la même. Ils créaient Oui. une Erreur ville artificielle. fictive. Oui, Oui, oui. oui. Et puis là, il allait voir, ah, tu as la même ville fictive que moi, donc je peux prouver que tu as juste copié mon atlas, que tu n'as pas créé le tien. Correct. Correct. John Green, qui a écrit plusieurs romans, surtout au niveau des jeunes adultes, qui a écrit The Fault is in Our Stars, puis qui a fait beaucoup qui est très célèbre écrivain. Il a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Paper Towns. Donc, si ça Ah vous oui. intéresse, c'est le fun. Donc, c'est un peu rigolo, mais est-ce qu'on pourrait mettre des erreurs dans nos textes? On pourrait comme ça dire, on pourrait être capable de dire, ah ah, tu as volé mon texte. Mais bon, en fait, comme je te dis, Mais c'est ce que Brigitte semi-sérieux. dit, les erreurs, même quand on fait la programmation, parfois on met des Oui, trucs pour oui, oui, vérifier si on est arrivé à quelque chose. oui. C'est vrai, ça Mhm, existe. On peut mettre mhm. des garde-fous de ce genre-là Ouais. dans... Mais c'est une chose de prouver que quelqu'un a volé notre texte et c'est une autre chose de faire valoir nos droits. C'est Donc, très difficile. c'est là où il faut s'organiser, comme je disais un peu plus tôt, que l'industrie de la musique aux États-Unis qui est très... Ouais. les films, c'est la même chose aussi. Essayez pas de copier une partie, sauf si vous êtes Pete Hegseth, là, mais essayez pas de copier un morceau de Pulp Fiction puis de mettre ça dans vos textes. Tu sais, ils vont venir après vous, ils vont courir après vous pour Oui, leurs vous faites droits d'auteur. référence à Pete Hegseth, le secrétaire à la Oui, défense américain, oui, qui s'est autoproclamé secrétaire à la guerre, qui a récemment cité, en fait, il disait citer un verset de la la Bible. Bible. Finalement, Oui, c'était tiré directement de Pulp Fiction. oui. Alors, effectivement, clairement, ça avait été peut-être une hallucination de l'intelligence C'est artificielle. l'intelligence normale de Pete Oui, Hegseth. Bon. peut-être bien aussi. Marie-Josée, j'aimerais vous entendre aussi sur le point de vue. Bon, vous êtes autrice, vous collaborez effectivement inévitablement avec des éditeurs. On parle beaucoup de différentes responsabilités, d'accréditation, de certification. C'est quoi la responsabilité de l'éditeur dans tout ça, selon vous? Ah, mon Dieu, je suis vraiment pas la personne placée pour répondre à ça. Je suis pas je travaille pas en édition. Comme autrice, mon rôle à moi est différent. Je pense que oui, les maisons d'édition ont un devoir à jouer. On devrait s'assurer que ce qu'elles publient est effectivement créé par des vrais humains. Mais je pense qu'on peut pas s'en tenir à ça. Gaston et Brigitte parlaient de la responsabilité. Je pense qu'on ne peut pas s'en Mhm. remettre seulement aux utilisateurs et aux utilisatrices pour faire respecter le droit d'auteur. Puis je pense que c'est la même chose. On ne peut pas s'en remettre seulement aux maisons d'édition. Il faut reconnaître que les entreprises qui créent les modèles, les grands modèles langagiers ont une responsabilité juridique et il faut qu'au niveau des États, on mette nos culottes et qu'on force ces entreprises-là à respecter la législation qui existe. Je veux dire, la Oui, oui, législation oui. sur le droit d'auteur, elle existe. Alors, il faut l'appliquer. Il faut qu'il y ait le courage politique de faire respecter ça. Pensez-vous que Gaston veut c'est... intervenir. Oui, allez-y, Gaston. Non, non, je voulais dire, pour enchaîner, au niveau des éditeurs, il y a toujours le concours qui s'est fait, enfin, je voulais dire le recours qui s'est fait aux réviseurs. Mhm. Mhm. Quand les éditeurs reçoivent le manuscrit, ils ont comme ça une équipe de rédaction, une équipe de réviseurs qui passe à travers le texte pour juger si le texte est recevable ou pas. Je crois qu'à ce niveau-là aussi, on pourrait instaurer un contrôle avec un logiciel qui contrôlerait le contenu, si c'est généré par l'IA ou pas. Et Hmm. donc, on peut Mhm. aller pas à pas. Et je crois que si la discipline est bien comprise par tout le monde, on pourra réduire le risque de plagiat. Hmm. Mhm. Oui, parce qu'effectivement, le Mais plagiat, on c'est ne un peut, risque aussi. Oui, oui. Marie-Josée? Mais on ne peut pas s'en remettre juste à des machines pour vérifier si quelque chose a été produit par des machines.
Parce que ce que je vois circuler à l'heure actuelle, les informations dont on dispose indiquent que la machine, des fois, va indiquer c'est un texte plagié, donc créé par l'intelligence artificielle, alors que ça vient d'un humain, et vice-versa. Alors, il y a Mhm. des erreurs d'identification dans ces logiciels-là. On ne peut pas seulement se fier à ça. Je pense qu'il faut aussi se fier à la jugeote humaine. En tout cas, moi, je crois que j'ai assez de flair pour reconnaître en général quelque chose qui est passé par l'intelligence artificielle. Mhm. Et je pense que la majorité des personnes qui ont assez d'expérience en écriture, en révision, Mhm. sont capables Mhm. de reconnaître quelque chose On revient qui n'est pas. oui. Excuse-moi, on revient au même point de départ. Ça prend du discernement humain. Ça prend de l'expérience Exactement. aussi. Tu sais, puis Oui. c'est là où moi, c'est là où ça m'inquiète un petit peu pour les jeunes, c'est que surtout s'ils n'ont pas, ils ont pas bénéficié de mentors ou d'adultes dans leur vie ou Oui. d'enseignants, de professeurs qui avaient à cœur de s'assurer que ces jeunes-là, justement, aient une belle euh, éducation générale aux généralistes qui leur Mhm. permettent justement d'avoir un peu de contexte, puis d'avoir de se pitcher dans ce grand domaine professionnel avec un minimum de jugeote, puis de bons réflexes. Et c'est ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ça, ils vont être victimes, je pense, de l'IA. Puis c'est là où peut-être qu'il y a une opportunité pour des programmes justement d'éducation, soit à la fin des études secondaires ou au début du cégep ou de pré-université, là, vraiment d'avoir une intervention là-dessus. Mhm. Et En pour revanche, développer oui, ces allez-y. compétences-là, pour développer ces compétences-là, ça implique qu'on fasse le travail soi-même sans recours à l'intelligence artificielle. Et c'est C'est là que je ça. trouve que c'est difficile quand on forme la jeunesse. Il y a comme une paresse, elles veulent recourir à l'intelligence artificielle parce que ça leur sauve du temps. Mais l'intelligence humaine, c'est comme un muscle, il faut l'utiliser C'est ça. pour s'en servir, pour la développer. Alors, c'est un peu les dangers actuels. Danger actuel, mais dans 20 ans, si Mhm. l'intelligence continue de se développer à la vitesse actuelle, est-ce que ça va être impossible à discerner entre un texte écrit par un humain et un texte écrit par l'IA? Là, on parlait de Alan Turing un petit peu plus tôt. Le fameux test de Turing, c'est qu'un humain soit en train de parler avec une intelligence artificielle sans savoir que c'est une intelligence Mhm. artificielle. Il y en a qui disent qu'on est là, d'autres disent pas encore. Pour un livre, on est probablement encore capable de distinguer, je vous dirais, là, surtout si on est habitué comme vous, Marie-Josée, et d'autres dans le domaine de l'édition. Mais dans 20 ans, pensez-vous que ça va être encore le cas? Peut-être, peut-être pas, mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Je pense que Hmm, Mhm. collectivement, il faut faire une différence entre qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est ouais, souhaitable. faut agir On maintenant. on n'est pas on n'est pas toujours très bon pour faire ça, mais je pense que c'est le moment là, pour l'intelligence Mhm. artificielle, d'établir qu'est-ce qui est vraiment souhaitable, qu'est-ce qu'on veut créer comme Ouais. société. Ouais. Moi, je ramène ça à la malbouffe. Tu sais, à un moment donné, ceux qui sont assez vieux vont se rappeler, on s'inquiétait tout le monde. Tu sais, ben là, il y a plus, tout le monde veut avoir de la malbouffe tout le temps, donc il y a plus d'espace pour de la bouffe de qualité. Mais c'est pas vrai parce que les gens se sont retournés à un moment donné, on disait, ça va faire la malbouffe. Moi, j'ai envie de quelque chose qui va me prendre un petit peu plus de temps, qui est plus artisanal, qui est plus local, sustainable, pardon, Durable. qui est plus, durable, merci, au niveau environnemental et tout ça, qui ait plus d'humanité dans ma bouffe. Je sais que ça a l'air nono de dire ça comme ça, mais en même temps, Non, mais on je veux comprend. savoir que je mange quelque chose, que quelqu'un il a vraiment pensé à ce plat-là pour que je le déguste. Donc, puis on a vu un revirement. Donc, il y a encore un gros marché pour la malbouffe, c'est sûr, hein, c'est Mhm. partout, puis c'est que c'est bon, c'est là, puis c'est pas cher, puis c'est pratique, puis c'est vite. Mais il y a aussi un vrai beau marché de bouffe de qualité. Puis ça, on peut voir ça un peu partout. Vous allez voir les jeunes qui vont aller faire des friperies au lieu de s'acheter des vêtements neufs parce qu'ils détestent la mode rapide, justement parce que la mode rapide, ça éclaboussit tout. Puis tout le monde a le même look tout le temps. Les Mhm. jeunes ne veulent pas ça, donc ils s'en vont au village des valeurs, puis ils vont se ramasser des affaires éclectiques, là. Je pense que la créativité et l'intelligence humaine vont toujours se rébeller contre le réflexe des machines de vouloir les écrapousser. En tout cas, peut-être que je suis optimiste, mais on n'a pas le choix. Il faut être optimiste, sinon on va s'écraser dans un coin puis brailler. Là. Moi, je veux pas, j'ai pas envie de brailler, j'ai envie d'être optimiste, puis j'ai envie de croire que la jeunesse, puis que l'avenir de la créativité, puis de l'esprit humain vont se rebeller contre ça, puis trouver leur espace pour être unique. Qu'il y aura un retour du balancier, finalement. Ouais, c'est ça. On se promène Ouais. tout le temps un petit peu d'un bord puis de l'autre, là, du milieu. On s'en va, tu Mm. sais, on revient tout le temps.
Mm. Gaston, vous qui connaissez bien la technologie sous-jacente à l'intelligence artificielle, dans 20 ans, pensez-vous qu'on va distinguer encore ce qui est écrit par Anthropic et ChatGPT de ce qui est écrit par Gaston Mabaya? Oui, je crois que c'est vraiment possible. Et moi, pour répondre à cette question-là, je pense que l'éducation joue un rôle important et on doit expliquer de le jeune âge aux enfants et ce que c'est l'intelligence artificielle parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne fait Mm. que se développer et en expliquant, on doit montrer que ce n'est pas un trésor qu'on va ramasser, mais il y a des points positifs et des points négatifs et que nous possédons encore notre intelligence. On a beaucoup de fonctionnalités qu'on peut encore utiliser, que la machine est encore capable d'utiliser. Et donc, cette éducation-là doit être donnée. Sinon, alors, on devient tous paresseux. On se réveille le matin, on dit, je voudrais conjuguer ceci. Décrivez-moi un peu la plage. On demande à ChatGPT, on vous donne des textes, vous le lisez, vous dites, ah, c'est bon. Non, je crois que l'éducation a une importance capitale dans tout cela. Et ce que je peux vous dire, c'est que, et c'était d'ailleurs la lutte un peu à son âme, du professeur John McCarthy, sur l'émotion, hein, l'émotion à transférer à la machine. Et ça, c'était sur le plan philosophique. Il a eu beaucoup de critiques avec ses collègues philosophes. Mais vraiment, ça se développe. Et puis, dites-vous bien que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement pour l'écriture. En technologie, prenez les véhicules sans chauffeur, prenez les trains sans chauffeur, Mhm. prenez tout ça là. Quelqu'un qui met un casque avec des senseurs, qui communique avec la machine, qui commande, par exemple. Tout ça, ça ne va pas s'arrêter. Mhm. Et donc, ça demande une éducation. Il faut faire avec. Ça revient à ce que Brigitte disait d'emblée. Il faut faire avec. C'est là pour rester. Ça se développe à la vitesse grand V. Et puis, je rajoute, bon, comme on l'a évoqué, les cadres juridiques sont déjà en retard. La question pour vous, Marie-Josée, est-ce que vous êtes optimiste? Brigitte disait qu'elle était quand même optimiste parce que, bon, si on n'est pas optimiste, on va se rouler en petite boule dans un coin. Est-ce que vous vous dites, bon, oui, même si on est en retard, même si on devrait agir peut-être plus rapidement, restez-vous optimiste? Toujours. Il faut rester Bon. optimiste, sinon on ne voudra pas sortir de la clé. Moi, je crois que oh, l'exemple de Brigitte avec la nourriture, je trouve que c'était excellent. Effectivement, on redécouvre la joie des aliments cultivés de façon respectueuse, la ferme à la table, des produits frais qui sont Oui. locaux. Je pense que on va sûrement finir par avoir le même rapport avec les écrits. On va chérir ce qui est produit par l'humain, qui est le fruit d'une réflexion aboutie, qu'on a mis du temps dedans. Parce que on est l'écriture faite avec l'IA, c'est instantané, mais Mhm. l'humain, ça prend du temps. Mais justement, retrouver la valeur du temps, de ce qui prend du temps, Mhm. comme l'artisanat. Oui, oui, on va Mhm. payer plus cher, par exemple, pour quelque chose qui est fait à la main, Un même Big si, à Mac, moins c'est qu'on ça. soit un expert, on voit pas toujours la différence, oui. Mais on le sent, tu sais, on le sait Hmm. quand on mange, on croque dans quelque chose qui est frais, là. Tout le monde est capable de le dire. Même si on n'est pas capable de décrire pourquoi c'est différent, on le sait. Il y a un goût, il y a une texture, il y a Ah, hein? Il me semble que c'est évident. Il me semble qu'on le sait, puis les humains ont un réflexe pour ça, je pense. Oui. Euh, On n'est pas ouais. avec de perdre Une notre sens- humanité. Non, c'est moi, en tout cas, moi, j'ai confiance. Puis je vois les jeunes en plus, là. Les jeunes me Oui. donnent tellement confiance, bien mieux que les baby boomers. Les jeunes, ils sont très, ils ont un beau réflexe d'être sceptiques face à l'IA ouais, que je trouve rassurant, même s'il y en a certains qui sont plus paresseux puis qui prennent les shortcuts, là, comme on dit, mais je pense que Mhm. dans On aime l'ensemble, tous les la jeunes malbouffe ont. une fois de temps en temps. Ben, c'est ça, ça goûte bon des fois, même si ça nous Mhm. laisse, tu sais, c'est bon, on est lourdeau un peu après, mais bon, il y a une place pour tout, puis je pense que c'est vrai aussi dans la littérature, puis c'est vrai dans les arts en général, puis dans les technologies. Donc, Mhm. voilà.
D'ici à ce que les choses s'améliorent et qu'il y ait le retour du balancier qu'on espère, dans quelle mesure, selon vous, les auteurs, les autrices ont le devoir d'être solidaires des autres métiers du livre qui peuvent être affectés par l'IA? On a parlé de révision un petit peu plus tôt, la traduction aussi, ne serait-ce aussi même que les illustrateurs pour les pages couverture. Dans quelle mesure est-ce que dans l'écosystème du livre, dans l'écosystème de l'édition, les auteurs se doivent d'être solidaires selon vous? Sachant qu'en plus, bon, mais en revanche, si on peut faire traduire facilement son œuvre, elle peut peut-être être plus facilement diffusée aussi. Pour moi, Faut penser aux lecteurs aussi. la solidarité va de soi. Si je me suis impliquée dans une association d'autrices et d'auteurs, c'est parce que je pense qu'on est plus fort quand on est solidaire. Puis c'est à la plus forte raison si on suit à d'autres artisans du livre. Mhm. Mm. Le Brigitte? revers de cette médaille-là, j'allais juste dire, sans vouloir avoir l'air de quelqu'un qui est égoïste, mais le revers de cette médaille-là, c'est que si l'intelligence artificielle ou les technologies en général nous permettent de créer des œuvres de façon plus économique, peut-être que ça laisse au lecteur un meilleur choix aussi. Donc, il y a aussi la solidarité avec les personnes qui consomment soit les livres ou peu importe, là, les œuvres artistiques. Est-ce qu'eux autres aussi bénéficient pas de ça? Donc, tu sais, il faut essayer de prendre le meilleur de tout ça. Et il y a des choses qui se feront plus à la mitaine, là, comme on dit. Il y a des choses, tu sais, juste de faire, même de la correction, des épreuves de proofreading, comme on dit, la Mhm. dernière étape. On le fait encore, même si les machines le font, mais on a moins besoin de réviseurs à la dernière minute. Donc, ces gens-là qui avaient l'habitude de faire ce métier-là, ben, ils ont dû se recycler quelque part d'autre. Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Tu sais, le changement, il y a toujours des gens qui sont forcés de se recycler un peu plus que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser tomber, là, je ne dis pas ça comme ça, mais peut-être les aider à se réorienter vers quelque chose que la machine ne peut pas faire. Mhm. Donc, pour moi, la solidarité, c'est plus d'aider les gens à s'adapter aux technologies plutôt que d'essayer de les garder dans leur... je ne sais pas avec quelle intention vous avez posé cette question-là, mais je trouve que de garder les gens dans une industrie ou dans un métier qui est tellement mieux fait par une machine qui ne se plaint pas, puis qui travaille 24 heures sur 24, qui n'a jamais de congé de maladie, tu sais, c'est pas nécessairement de les aider. Mhm. Donc, moi, j'irais dans l'adaptation. Ouais. Ouais. Ben, c'est intéressant comme point de vue. En fait, je posais la question justement pour savoir ce que vous en pensiez parce que ça me fait penser que, bon, il y a beaucoup moins de scribes aujourd'hui qu'il y en avait au Moyen Âge, puis il y a beaucoup moins de typographes qu'au 19e siècle. Est-ce que C'est ça. donc il y a des métiers qui sont un petit peu voués à l'extinction? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Gaston Mabaillet, j'aimerais vous entendre par contre sur cette question-là aussi. Vous, est-ce que vous pensez que les auteurs se doivent d'être solidaires? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont inévitablement appelés à disparaître selon vous? Oui, ben, je crois que, comme mes collègues ont dit, la solidarité est importante, mais parfois on n'a pas de choix. On n'a pas de choix et ça doit être équilibré en fait. Et le jugement personnel est aussi important. Moi, je prendrais par exemple le traducteur et j'ai eu à causer avec plusieurs traducteurs qui disaient que leur travail devenait difficile, mais il y en a qui m'ont assuré que il faut toujours un œil humain quand on reçoit un Mhm. texte traduit par l'IA. Et parfois, c'est pas ce que ça exprime en réalité. Surtout si on connaît les deux langues, hein. Je reviens encore sur le mot sensibilité. On sent qu'il y a quand même une perte de... La saveur n'y est plus, quoi. La sensibilité n'y est plus, comme dirait Marie-Josée. Sensibilité humaine. Et donc, moi, je crois, oui, mais le métier doit être pris dans sa globalité. Je crois Oui. que et le mot clé là-dedans, c'est le respect d'un chacun. Ouais. Mm. Le respect de l'œuvre aussi, parce qu'ultimement, c'est l'œuvre qui est protégée par le droit d'auteur. Est-ce que l'intelligence artificielle peut respecter l'œuvre, selon vous, Gaston? L'intelligence artificielle, en fait, elle est, comment dirais-je, elle est innocente. Mhm, C'est comme un enfant à qui on demande d'aller chercher de l'eau, ben, il va chercher de l'eau, on dit il prenait du sable, il prend du sable, et il remplit, il ne réfléchit pas, il est programmé d'avance. mhm, Hein, si on demande d'aller à Ottawa, s'il a l'habitude d'aller à Ottawa, il va à Ottawa. En fait, ça tient compte des statistiques, ça se réfère à ce qui existe. Et, oui, sur ce point-là, je pense que c'est l'homme qui doit continuer à jouer son rôle, mhm. Et son qui doit rôle continuer à poser des balises. de Ouais. balise et puis à poser de bonnes questions et à ne pas empiéter sur les œuvres des autres. Mhm.
Oui. Et Moi, je moi, dirais je que voulais... l'IA... Oh, ouais. pardon, allez-y, non, terminé. Non, non, je voulais dire, quand on a parlé tout à l'heure, Marie-Josée a soulevé un point en parlant de produits humains. Et moi, je crois que ça, c'est très important. Ça va à la créativité. Je pense que chaque auteur se sent heureux quand il ou elle relit ses propres œuvres. Moi, parfois, quand je relis mes livres, je dis, tiens, c'est moi qui ai écrit ça. Je sens cette fierté-là. Ouais. Je sens cette On se fait fierté-là. rigoler, c'est ça, on se fait rire, ouais. Oui, C'est bien ça. Ouais. et moi, je pense que si ça vient d'une machine et Mhm. que la sensibilité que moi, comme Gaston, je n'ai pas, je serais moins fier. Voilà. Hmm. Ouais. Mhm. J'allais dire que l'IA ne respecte rien. Puis en fait, c'est d'où son utilité, dans le sens où elle n'a pas d'idée préconçue, de rien. Donc, on peut lui demander toutes sortes d'affaires. On peut lui demander d'avoir des idées stratégiques. Ils vont pas se barrer à 40 là. Les IA, vont proposer toutes sortes de choses plus folles les unes que les autres. Et c'est à nous d'avoir le respect et le sens de la retenue, de se garder une petite gêne des fois, et puis de dire, bon, c'est pas parce que l'IA me proposé une solution complètement capotée qu'il faut que je le suive. Mhm. Moi, j'ai le respect humain, puis je veux dire, OK, je sais qu'en théorie, ça pourrait aller jusque-là, mais on va ramener ça ici, puis on va aller avec une solution plus respectueuse de tout le monde. Si c'est vraiment à l'humain de faire ça, puis personne, il n'y a pas de cadre juridique, tu sais, il n'y a rien qui peut garantir que les humains vont le faire. Ouais. Euh, c'est une question d'éducation, c'est une question d'avoir de l'empathie, de démontrer par nos comportements à nous, artistes, que le respect se mérite et de Mhm. se comporter, nous, de façon la plus honnête possible, incluant dans notre utilisation de l'IA, pour que les gens qui sont le lectorat, dans notre cas, nous regardent et disent, ah oui, ces gens-là méritent mon respect à moi aussi. Mhm. C'est parce que le Non. respect, comme on dit en anglais, c'est a two-way street. Et il Oui. faut le démontrer nous aussi. Ouais. Donc, si je vous suis bien, Brigitte, sur ce two-way street, justement, là, ce que vous dites, c'est il faut que ça vienne de nous. Ça va venir des humains, ça va venir de nous collectivement. Il ne faut pas attendre un cadre juridique ou une réponse gouvernementale parce que ça n'arrivera pas. Le train est déjà passé, finalement, pour continuer sur Ben, le... en fait, ben, quand on s'approche un petit peu de la machine à saucisse législative, on se rend compte souvent que les lois suivent les gens. Hein? On n'a Hmm. pas eu de loi anti-tabac, par exemple, avant que les gens se rebellent contre les compagnies de tabac. Hmm. Faut jamais se fier aux législateurs c'est pas des leaders, tu sais, finalement, ils sont vraiment bons pour nous suivre. Ils nous suivent, puis là, ils essayent de patenter des affaires, puis puis là, de courir jusqu'en avant pour être à l'avant de nous, puis de dire, voilà, je sais, là, c'est nous, là, suivez-nous, on sait où on s'en va. Mais de tout ce temps-là, ils regardaient nous où on s'en allait déjà. Et puis, ils sont juste bons à faire du repackaging, comme on dit. Excusez, j'ai beaucoup d'expressions anglophones aujourd'hui. Mais ils font vraiment ça. Ils sont vraiment des vrais politiciens qui ont beaucoup de succès, sont très bons à connaître là où on veut s'en aller, à le Mhm. repackager, puis à nous le présenter comme venant de leur tête à eux autres. Et puis nous autres, ils sont vraiment bons comme leaders, mais en fait, c'était nous. C'était nous les leaders. Mais c'est pas grave. Moi, je suis contente. Du moment qu'on s'en va dans le bon sens, je m'en fâcherai pas dans les détails. Puis on ne sait pas si c'était Alors leur idée ou peut-être si c'était leur idée de l'intelligence artificielle. Oui, Marie-Josée, allez-y. Alors, ben, peut-être que ce qu'il faut développer comme milieu, nous qui travaillons en littérature, c'est Oui. d'essayer d'être aussi bons que ceux de Hollywood et de l'industrie de la musique pour faire valoir notre perspective, défendre nos intérêts avec la même conviction. C'est Ouais. ça. Avec les moyens qu'on a, inévitablement, parce qu'on s'entend que les moyens d'édition ne sont pas toujours les mêmes que ceux d'Hollywood ou des grandes étiquettes de musique. À plus forte raison, on va être Mm. honnête, là, les maisons d'édition franco-ontariennes, par exemple. Donc, pour vous, c'est une solution à court et moyen terme, c'est vraiment d'y aller de front et de montrer la plus-value, en quelque sorte, du travail humain, si vous voulez, Marie-Josée. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Je pense que ça en fait partie. Oui. Je pense que c'est pas la seule chose qu'il faut faire, mais ça Ouais, fait plusieurs partie de la chantiers en même solution. temps. Oui, Mm. exactement. Ouais. Gaston Mabaya, si je vous demande une solution à court ou moyen terme pour améliorer la chose pour les droits d'auteur, pour les auteurs à la lumière de cette nouvelle époque d'intelligence artificielle? Ben, à court terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord l'éducation, Oui. porter l'information à tout un chacun. Je ne sais pas s'il faut dire à toute une chacune, je ne sais pas, mais je dis à tout un Mm. chacun pour ne pas blesser. Porter l'information, mais il serait faux
de croire que l'intelligence artificielle n'est pas un bon instrument. Il serait tout à fait faux. Ce sont ces fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités, il faut les utiliser avec discernement. Mais la fonctionnalité qui nous concerne en matière de créativité comme auteur, c'est celle de génération de texte. Hmm. Et là, je pense que l'éducation est importante. Expliquer à tout un chacun que les textes copiés doivent être, disons, validés juste à titre d'information. Parce que moi, je peux demander à l'IA de me donner euh, des références sur un sujet déterminé. Par exemple, sur le sujet de droit d'auteur, oui, droit d'auteur ou des droits humains. Il y aura un texte qui va venir, et bien, quand je lirai, bon, je vais faire la synthèse, ainsi de suite. Mais quand à aller copier textuellement ce qui est écrit et en faire mien, là, non, ça ne passe pas. Donc, c'est cette éducation-là qu'on fait à court terme. Et autre chose, c'est que à moyen terme, les associations, comme je disais tout à l'heure, d'édition, comme des arts, Mhm. puissent s'armer des outils pouvant vérifier cela pour une certification et que la page d'auteur, la page de copyright, soit aussi significative pour dire que ce texte est authentique, ainsi de suite. Parfait. Alors, merci beaucoup pour ces pistes de solutions. Merci aussi pour cette discussion fort enrichissante. Marie-Josée Martin, Gaston Mabaya, Brigitte Pellerin, ce fut un après-midi fort agréable en votre compagnie. Je vous souhaite une bonne journée internationale du livre et du droit d'auteur en espérant que vous continuerez d'écrire, de publier, de percevoir des droits d'auteur aussi, sans trop d'aide avec l'intelligence artificielle, mais en l'utilisant judicieusement aussi, comme on l'a évoqué. Et puis à ceux qui nous écoutent, eh bien, je vous rappelle que ces trois auteurs ont des sites web propres à eux, alors vous pouvez facilement les trouver par votre moteur de recherche préféré ou votre intelligence artificielle préférée, justement pour accéder à leurs écrits et en savoir davantage. Alors, je vous remercie, vous trois. Je vous remercie aussi, vous, Yasmina, directrice générale de l'AOF, qui avait préparé cette table ronde sur un sujet fort intéressant. Et puis, je pense pas que ça soit la dernière fois qu'on entende parler d'intelligence artificielle dans le monde du livre et de l'édition. À tous et toutes qui avaient été des nôtres, peut-être plus ou moins en direct, là, alors que cette table ronde était diffusée en ce 23 avril, ou peut-être vous nous avez attrapés par après, eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée et une bonne lecture.